Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech-Samba Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, ou plutôt du mois, vu que ça fait un petit moment depuis le dernier Tech-Samba Show. Enfin bref, c'est pas grave, nous avons évidemment pas mal de news ce mois-ci avec la sortie des Snapdragon X. Enfin, nous avons des nouveaux processeurs AMD et Intel qui arrivent très bientôt. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et nous avons aussi des news au niveau notamment Apple avec Apple Intelligence AI. La première news de la semaine, c'est le fait qu'évidemment les nouveaux Snapdragon X sont sortis et on attendait ça depuis un petit moment, en tout cas personnellement moi j'attendais ça. Est-ce que la révolution ARM va enfin arriver sur Windows? La réponse est, selon moi, oui, mais encore du chemin à faire. Un petit peu comme quand Apple a commencé sa révolution aussi, il y avait des choses évidemment à fixer. Et du coup, là, le premier truc que déjà, selon moi, je fixerais, c'est le fait que ils sont sortis le 18 juin, tous ces ordinateurs portables Snapdragon X. Il y en a de pas mal de marques, en vrai, pas juste genre Microsoft comme les autres années. On a vraiment du choix. Le problème, c'est que il y a une seule marque qui a envoyé des exemplaires de test avant la sortie pour que les reviewers puissent sortir une review le jour de la sortie. Et c'était Asus avec le VivoBook. Tous les autres constructeurs, et notamment Microsoft, vous pourriez dire « Oh, ils ont envoyé des Microsoft laptops avant. » Non, non. Littéralement, les exemplaires de test sont partis en même temps que les modèles pour le grand consommateur. Ce qui est un problème, parce que ça veut dire que certainement beaucoup de gens n'avaient aucun moyen de savoir ce que vraiment donnaient ces laptops à leur sortie. Vraiment. Les seules informations que vous aviez, c'était le marketing de Qualcomm, qui est forcément, va montrer leurs produits de la meilleure façon possible, genre c'est une révolution et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Vous avez pas mal de reviews maintenant qui sont sorties, même si, selon moi, il n'y en a aucune qui est vraiment 100% complète, donc il faut en tenir compte. C'est plus des micro-reviews, parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps de pleinement tester. Mais pour vous résumer, basiquement, sur les applications natives ARM sur Windows, et il commence à en avoir pas mal, notamment Photoshop et natif ARM, ces nouveaux Snapdragon X sont vraiment intéressants. Genre, ils sont plutôt bons. Ils se placent au-dessus d'une puce M2 de Apple, mais pas tout à fait au niveau d'une puce M3, ou en tout cas, ça dépend des benchmarks. Ils sont aussi bons que les processeurs AMD et Intel. Au niveau CPU, au niveau GPU, par contre, ils sont clairement en retard, donc ça, c'est dommage. Et ils sont même plus efficaces au niveau énergétique que AMD et Intel. Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est ce que vous voulez le plus sur un ordinateur portable pour beaucoup de personnes. Si les performances sont bonnes derrière, on veut plus de batterie aussi. Par contre, Apple a toujours la couronne de l'efficacité énergétique. Mais ça, c'était évidemment sur les applications natives ARM. Qu'est-ce que ça donne si vous voulez faire tourner du x86? Et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors, la couche de traduction à la volée, donc, qui permet d'émuler basiquement des instructions x86 sur ces processeurs ARM, marche en réalité plutôt bien. Il y a quelques tests qui ont été faits, notamment avec 7-Zip. Alors, 7-Zip n'est clairement pas un benchmark très complexe, on va être très honnête, mais une personne a testé, il a vu une réduction des performances de 15%. C'est-à-dire que l'impact de performance était de 15%, ce qui est pas si dégueulasse en vrai. C'est même pas très loin de ce que Apple faisait avec Rosetta 2. Mais, et il y a un gros mais, il y a aussi beaucoup d'applications qui ont juste énormément de mal à fonctionner. Parce que tout simplement, il y a peut-être des instructions qui ne sont pas correctement traduites ou autre chose. Et donc, certains jeux ne se lancent pas, certaines applications ne se lancent pas. Donc, ça reste un petit peu bancal selon moi. Donc moi, ce que je dirais, ça va être un résumé très rapide ici, parce qu'il n'y a pas encore eu de test vraiment complet. Je vais peut-être acheter un ordinateur Snapdragon X pour pleinement tester moi-même, parce que je suis plutôt intéressé. Mais basiquement, moi, ce que je vous recommande, c'est ne suivez pas la promesse du futur. Regardez le présent. Si vous avez des applications maintenant qui tournent correctement sur ces Snapdragon X et que vous voulez un laptop, vous voulez vraiment un ultrabook. Vous n'êtes pas là pour jouer à des jeux vidéo ou vous jouez à des jeux très légers, on va dire. Vous êtes là vraiment pour juste faire des tâches que vous faites sur un ultrabook. Peut-être éditer des photos, peut-être répondre à des emails, regarder des vidéos, ce genre de choses. Eh bien, si toutes ces applications que vous utilisez sont natives ARM et tournent plutôt bien sur ces ordinateurs, là, je dirais que ça vaut réellement la peine d'y regarder parce que c'est plutôt intéressant et encore une fois, c'est plutôt efficace au niveau énergétique. Mais par contre, dès que vous avez une application qui ne tourne pas sur ARM,
et qui vous n'avez aucune garantie que le développeur va le mettre à jour vers ARM. Peut-être vous utilisez Blender, il me semble que Blender n'est pas encore native ARM, mais imaginez une application comme ça. Vous utilisez par exemple, je sais pas moi, Virer. Vous avez besoin absolument de Virer sur votre ordinateur portable et vous savez qu'il n'y a pas encore de version ARM et qu'il n'y a aucune garantie par le développeur qu'il y aura une version ARM très prochainement. Moi, je vous dirais juste prenez un ordinateur classique x86 parce que même si ces Snapdragon X sont plus efficaces au niveau énergétique, et c'est seulement dans les applications natives ARM, dès que vous allez sortir de ce magnifique jardin ARM et devoir faire tourner des applications x86, c'est là que ça devient juste trop compliqué. L'impact de performance, le fait aussi que le GPU soit en retrait par rapport à surtout ce que fait AMD, prenez juste un ordinateur AMD ou Intel de dernière génération ou attendez ceux qui arrivent très bientôt, qui vont être plus efficaces au niveau énergétique et qui peut-être vont rattraper le retard qu'ils ont par rapport à justement Qualcomm. Donc ça, il faudra voir évidemment. Mais moi, ce serait mes recommandations. Ne vous basez pas sur la promesse du futur, basez-vous sur le présent. Maintenant, si vous êtes intéressé par un de ces Snapdragon X, il faut savoir qu'il y a aussi un petit peu un truc salaud selon moi, c'est que évidemment on a les Snapdragon X Elite et les X Plus. Donc là, vous allez me dire, ok, oui, c'est logique, du coup, il y a 2 modèles possibles. Non, ça, c'est 2 familles de processeurs. Dans ces familles, il y a des sous-modèles. Donc notamment, alors pour le moment, pour les X Plus, il n'y a qu'un seul modèle, donc là, pas d'erreur possible. Mais pour les Snapdragon X Elite, vous avez 3 modèles possibles qui existent dans les ordinateurs que vous pouvez acheter maintenant. Vous avez alors, ils ont un nom de code, mais basiquement, ce qui change, c'est à chaque fois le numéro au milieu. Donc, c'est le X1E 78. Vous avez le 80 et le 84. Et comme vous pouvez voir, le 78, notamment le 78, si vous préférez, est basiquement pratiquement la même chose que la version Snapdragon X Plus. C'est juste qu'il a 2 cœurs en plus. Ok, donc là je dirais franchement, si vous voulez juste, vous n'avez pas besoin d'une énorme puissance ou autre chose, vous voulez juste l'efficacité énergétique, prenez une version Snapdragon Plus et économisez l'argent franchement. Donc vous avez le 78 qui est pas si loin. Ensuite le 80 lui a droit à un boost dual core, donc ça peut aider dans certaines tâches. Mais le meilleur modèle c'est le 84 qui lui a le boost dual core, mais surtout il a un GPU overclocké qui permet de passer de 3, teraflops de puissance brute à 4,6, qui est pas négligeable. Et oui, la version Snapdragon X Plus a lui aussi le même GPU que 2D Elite, donc aucune logique ici. Donc oui, franchement, selon moi, je vois que 2 modèles intéressants, soit le Plus ici, ou soit le plus gros Elite. Le problème, c'est que personne n'utilise le plus gros Elite, à part Samsung dans leur Galaxy Book Edge 4, et c'est pas le meilleur ordinateur. Enfin, l'ordinateur est intéressant, mais le SSD est soudé, ou en tout cas, il n'y a aucune garantie que vous pouvez remplacer le SSD, donc ça, c'est un énorme point négatif. Et il est limité à 16 Go de RAM, ce qui est aussi un autre point négatif, parce que si vous avez besoin d'un GPU plus puissant, vous avez besoin de plus de mémoire aussi, pour que ces GPU puissent travailler. Et là, vous avez seulement 16 Go, donc ça reste Windows. Contrairement à Mac qui est, oui, un peu plus efficace au niveau de la gestion de la RAM, ici, ça reste Windows, 16 Go de RAM, vous allez vite l'utiliser. Donc, pour moi, vraiment dommage que même les plus grands laptops de chez Microsoft n'utilisent pas la version 84. Il y a aussi une version 0.0, comme vous pouvez voir, mais personne l'utilise. C'est techniquement la meilleure version, mais à mon avis, elle a été juste créée pour être... C'est peut-être un engineering sample, un modèle de test qui était donné aux marques ou autre chose, mais il n'est présent dans aucun produit. Du coup, quel modèle vous pouvez prendre? Alors, en réalité... Même si Microsoft n'utilise pas les meilleurs Snapdragon X Elite, ce qui est dommage, ils ont quand même un produit solide. Alors, ils ont surtout un produit très cher, on va être honnête. C'est le prix des MacBooks. Franchement, c'est le prix de ce que charge Apple. Le seul avantage par rapport à Apple, bon, techniquement, Apple reste meilleur, encore une fois, au niveau d'efficacité énergétique et tout ça, mais si vous avez besoin d'un ordinateur Windows, l'avantage ici de Microsoft, selon moi, c'est un support sur le long terme, parce que ils sont assez connus pour bien supporter leur surface. Et surtout, ils ont amélioré la possibilité de les réparer. Alors, ça fait depuis quelques générations maintenant, mais c'est toujours le cas ici. Vous avez des QR codes, notamment sur la batterie et tout ça, qui vous amènent vers des manuels de réparation. Oui, c'est très étonnant de la part de Microsoft, selon moi. Mais Microsoft est en mode, OK, on va faire comme Apple.
au niveau des prix et tout ça, surtout au niveau des prix des upgrades. Ah, tu veux plus de stockage, ça coûte hyper cher. Mais à côté de ça, derrière, ils sont très réparation, ce qui est assez ironique quand on y pense. Et notamment, vous pouvez changer le SSD, même sur la Surface tablette. C'est une tablette, vous pouvez changer le SSD. Il y a une petite trappe magnétique, il y a une vis, et hop, vous pouvez changer le SSD. C'est hyper rapide. Donc, pour moi, ils ont un plus là-dessus. C'est un modèle intéressant, surtout qu'ils ont un trackpad haptique avec un feedback haptique, ce qui peut être assez intéressant pour quelqu'un qui vient d'un MacBook, justement. Ça peut être un bon remplacement. Maintenant, c'est clairement pas le plus abordable, pour être honnête. Vous avez la Surface tablette qui est intéressante parce que c'est un format assez spécifique. Mais vous avez aussi du coup un modèle qui charge ici de chez Lenovo, c'est le Yoga Slim 7. C'est un 14, alors c'est plus qu'un 14 pouces, c'est un 14,5 ou un peu plus que ça, avec un écran plutôt pas mal, OLED 90 Hz et tout. Il utilise seulement le premier Snapdragon X Elite, donc pas le plus puissant, basiquement celui qui est très similaire du Snapdragon Plus. Mais pour moi, ils ont un ordinateur très solide et qui est raisonnable au niveau prix. On va pas dire qu'il est pas cher, il est raisonnable au niveau prix, surtout qu'il vous donne quand même 32 Go de RAM alors que la plupart des autres marques ne vous donnent que 16 Go de RAM pour le même prix. Donc, pour moi, une offre plutôt solide. Franchement, s'ils avaient mis un trackpad avec feedback haptique sur ce modèle-là, je l'aurais acheté parce que il est hyper intéressant. L'autre modèle aussi qui était intéressant, c'était celui de chez Asus, justement, parce qu'il n'est pas trop cher. Il a un écran OLED pas trop mal à 120 Hz. Et du coup, ça peut être aussi une bonne alternative, même si techniquement, il n'utilise pas, encore une fois, le meilleur Snapdragon X Elite. Seul Samsung l'utilise. Et Samsung, vous ne pouvez pas remplacer le SSD. Donc, ouais. Toutes les autres marques, le SSD, vous pouvez le remplacer. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que... Alors, vous ne pouvez pas changer la RAM parce que la RAM est soudée. Ça semble logique ici, c'est un peu comme Apple, la RAM est sur le SoC, donc ça va être compliqué de la changer ici. Mais ils ont tous des SSD remplaçables, donc vous pouvez prendre le modèle de base avec juste le Snapdragon Plus, notamment avec Microsoft. Prenez un modèle 256 Go, achetez vous-même un SSD. Alors il faut des plus petits SSD avec Microsoft, mais achetez un SSD et changez le SSD vous-même parce que franchement, ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent. Et ça, c'est si vous êtes intéressé par ces ordinateurs. Pour moi, c'est les 3 modèles les plus intéressants. Maintenant, évidemment, l'arrivée de ces laptops annonce aussi l'arrivée de Copilot Plus. Donc, ce sont les premiers PC compatibles Copilot Plus, qui est une version beaucoup plus intelligente de Copilot et surtout qui tourne en local. C'est pour ça qu'il y a besoin de ces processeurs avec un NPU assez puissant. Et donc... une fonctionnalité notamment de Copilot Plus que vous ne verrez pas arriver, c'est Recall. On en avait déjà parlé par le passé. Recall est une fonctionnalité qui basiquement vous espionne en permanence pour pouvoir vous répondre, vous dire « Ah oui, si vous lui dites hey, tu te souviens, j'ai vu une moto rouge dans la série que j'ai regardée hier, tu peux me dire c'est quoi le modèle ?» Mais pour vous répondre à cette question, ce qui est très pratique, il vous espionne en permanence. Donc beaucoup de gens étaient un peu en mode « Oh, Microsoft, attends là !» Surtout que normalement par défaut, les ordinateurs Copilot Plus, les fonctionnalités Copilot Plus sont activées par défaut. Donc, c'est-à-dire que oui, Recall aurait été activé par défaut. Donc, ils l'ont mis en pause. On ne sait pas quand ça arrivera, mais pour le moment, ça n'arrive pas. Ce qui n'est pas plus mal, honnêtement, parce que moi, personnellement, je ne veux pas de ça sur mon PC. Ensuite, on a aussi Apple qui a eu leur Developer Conference, donc leur conférence où ils parlent développement et tout ça, et aussi où ils annoncent tout ce qui est iOS, iPadOS et aussi les nouvelles versions de Mac. Alors, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs moins intéressants. Pour moi, un truc moins intéressant que je vais dire directement, c'est qu'ils ont sorti l'iPad le plus puissant avec la puce M4 qui est hyper puissant. Et iPadOS est basiquement toujours iOS++. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, oui, toujours pas d'amélioration à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça casse vraiment l'intérêt des iPads. J'ai vu des vidéos sur le sujet. Il y a certaines personnes qui arrivent à les utiliser pour faire leur travail, mais il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, non, il y a des problèmes. Genre, il y a vraiment des problèmes avec, où il y a des inconsistances. Ça marche pas aussi bien qu'un vrai ordinateur, un vrai Mac ou un vrai ordinateur derrière. Donc, dommage. Maintenant, les trucs plus intéressants, ils vont du coup, oui, se lancer dans tout ce qui est IA. Alors, Apple faisait déjà ça, notamment ils avaient le truc qui enlève l'arrière-plan d'image, ce genre de choses. Ils ont aussi le Neural Engine dans leur processeur depuis pas mal de temps, mais maintenant ils y vont vraiment à fond parce qu'ils ont annoncé un partenariat notamment avec OpenAI pour intégrer ChatGPT 4o dans tous les appareils Apple.
et gratuitement. Normalement, c'est payant, mais là, vous l'aurez gratuitement. Donc, c'est un deal qu'ils ont fait entre eux. Selon moi, je pense vraiment que c'est OpenAI qui a le meilleur deal ici, parce que vous pourriez dire, ah mais non, ils doivent donner leur truc gratuitement, donc ils perdent de l'argent. Oui, mais derrière, à mon avis, ça doit leur donner beaucoup de données d'utilisation. Alors, Apple est très orienté sécurité de données, tout ça, donc il y a de fortes chances que, oui, OpenAI ne pourra pas récupérer les données qu'il récupère en temps normal, mais derrière aussi, à mon avis, la partie du deal est que OpenAI peut récupérer quand même des données d'utilisation qui leur permettra d'améliorer OpenAI, qui leur permettra d'améliorer ChatGPT. Donc, il y a certainement un partenariat là derrière comme ça. Mais du coup, oui, vous allez avoir ChatGPT qui est intégré à peu près partout. D'ailleurs, on a une news sur le fait que vous avez une nouvelle version de Mac qui est déjà sortie, qui vous permet de déjà l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais dans tous les cas, vous avez aussi d'autres nouveautés, notamment Siri va devenir plus intelligent, enfin. D'ailleurs aussi, oui, Apple fait Apple Intelligence. C'est le nouveau nom pour toutes ces nouvelles fonctionnalités intelligentes. Et oui, Apple Intelligence, l'acronyme c'est AI, Artificial Intelligence, sauf que c'est Apple Intelligence. Donc j'aime bien Apple qui fait basiquement ils font de l'IA, mais en fait IA ne veut pas dire IA pour Apple. C'est tellement Apple. Enfin bref. Dans tous les cas, ils vont rendre Siri plus intelligent, et ça j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait combien d'années ça fait depuis une mise à jour de Siri? Très longtemps. Siri est basiquement, c'est un assistant vocal, mais c'est l'un des pires assistants vocaux, on va être très honnête. Google fait bien mieux, même Alexa faisait bien mieux, donc ça faisait des années qu'on attendait une amélioration. Et là, Siri va devenir beaucoup plus intelligent, avec notamment la possibilité de mieux comprendre le contexte. Ils ont un petit peu parlé de ça, notamment si vous dites « Oh Siri, c'est quoi cette adresse ?» Sans lui donner l'adresse, elle va regarder ce qui se passe à l'écran, sur votre écran, et détecter là où est l'adresse. Donc peut-être quelqu'un vous a donné une adresse, elle va te dire « Ah, cette adresse, ça se situe à tel endroit, c'est un club de jazz ou je sais pas quoi. Veux-tu que je te donne les directions pour y aller ?» Donc elle va comprendre mieux le contexte. Donc ça, c'est évidemment une grosse amélioration, parce que Siri a du mal à comprendre le contexte. Vous avez aussi des trucs de génération d'IA, notamment faire des images auto-générées par IA comme réaction dans des messages. Ils ont montré la possibilité, alors ça c'est pas IA, mais la possibilité de programmer des SMS. Bon, ça on avait déjà sur Android, tout comme basiquement un assistant vocal plus intelligent qui comprend le contexte. Enfin bref, ils ont aussi montré la possibilité de supprimer des personnes sur une image. On a aussi ça sur Android en réalité. Bon, beaucoup de choses en réalité, on va être très honnête, étaient possibles d'une manière ou d'une autre sur Android, mais c'est cool de le voir arriver sur iOS quoi qu'il arrive. Et il y a évidemment ce partenariat avec OpenAI qui permet d'avoir ChatGPT 4o qui est plutôt puissant gratuitement pour tout le monde. C'est un gros plus pour les gens qui en ont besoin en tout cas. Et il y avait aussi pas mal d'autres nouveautés, notamment des nouveautés de personnalisation. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec Apple Intelligence, mais la possibilité notamment de remanier un petit peu l'écran de contrôle. Ça, c'est plutôt en réalité intéressant, mais on a déjà aussi ça sur Android. Même si techniquement, il y a des trucs qui sont plus intéressants qu'Android, j'ai envie de dire, franchement. Notamment, vous pouvez augmenter la taille. Vous voyez, là, il y a des trucs de petite taille, notamment l'icône pour activer la lampe de poche. Mais vous pouvez changer la taille de ça pour que quand il est plus grand, vous pouvez contrôler le niveau de la lampe de poche. Et ça, sur Android, techniquement, oui, vous pouvez changer là où sont les icônes, mais vous ne pouvez pas vraiment changer la taille des icônes pour avoir plus de fonctionnalités derrière. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi la possibilité de changer les icônes de place sur le home screen. Donc, oui, c'est basiquement Android, quoi. Donc, ouais, comme d'habitude, à chaque mise à jour d'iOS, des trucs qui viennent d'Android. Mais bon, ce que les gens sont vraiment intéressés avec iOS, c'est que c'est fait par Apple et que c'est iOS. Même s'ils copient des trucs d'Android, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent ce qu'a Android, mais sur un iPhone. Enfin bref, ça ne changera évidemment jamais. Une autre nouveauté, par contre, ils ont présenté sur iPadOS, c'est le fait que oui, après je ne sais combien d'années, nous avons enfin
une application calculette officielle sur iPadOS. Et ils l'ont plutôt bien faite. C'est pas juste genre, oh, c'est la version iPhone sur iPad. Non, ils ont carrément aussi rajouté une fonctionnalité où vous pouvez écrire à la main des équations mathématiques, donc juste 57 moins 18, et automatiquement, l'iPad va calculer ce que ça donne, 39. Et vous pouvez vraiment faire des opérations assez complexes. Là, vous avez par exemple 10 puissance 2 divisé par 50, divisé par pi, et il vous calcule tout ça directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'était techniquement possible en réalité sur Android. Il y a certains téléphones Android qui pouvaient permettre de faire ça. Mais enfin bref, c'est maintenant possible. Et pour moi, le truc avec l'iPad et l'application Calculette, c'est que je suis pratiquement sûr que oui, au début, ils étaient en mode « Ok, oui, il faut qu'on fasse une version meilleure que l'iPhone. On n'a pas encore les ressources. Je préfère que nos développeurs travaillent sur ça ou autre chose. » Donc, je suis sûr que ça a été repoussé à cause de ça, parce qu'ils voulaient juste faire une meilleure application Calculette sur iPad. Mais très vite, à mon avis, quand ils ont vu sur l'App Store que des gens faisaient des applications payantes et que derrière eux collectaient 30% à chaque fois, je suppose qu'ils se sont dit « Oh, c'est pas grave si on la sort pas tout de suite. En attendant, on se fait un petit peu d'argent. » Parce que forcément, maintenant que cette application est sortie, c'est sûr et certain. Toutes ces applications payantes pour iPad, pour avoir une calculette, oui, évidemment, si vous l'avez déjà payé, vous allez peut-être encore l'utiliser, mais à mon avis, les ventes vont juste chuter drastiquement après la sortie de cette nouvelle version d'iPadOS. Parce qu'il n'y a aucune raison d'acheter une calculette payante. Genre, vous avez tout dans la calculette de base. Et vous n'avez pas de pub ou autre chose. Et vous ne devez pas payer. Donc, ouais. À mon avis, ils ont peut-être retardé la sortie juste pour collecter un petit peu d'argent. Maintenant, ils se disent, ah, c'est bon. Ils ont eu le temps de faire de l'argent, de développer pour iOS. Maintenant, ils vont devoir développer une nouvelle application s'ils veulent faire de l'argent avec nous. Ensuite, toujours Apple, on a aussi une news au niveau du Apple Vision Pro qui avait arrêté la production il y a quelques temps, donc ça c'était aussi une autre news. Mais aussi maintenant, on a une news comme quoi Apple va tout simplement arrêter de travailler sur le prochain Apple Vision Pro parce que, pour être très honnête, il ne se vend pas beaucoup. Et les peu de ventes qu'ils ont fait, évidemment, c'était juste aux États-Unis parce qu'ils ne l'ont pas vendu dans le reste du monde. Vous avez aussi beaucoup de gens qui ont retourné leur Apple Vision Pro parce qu'ils n'étaient juste pas satisfaits ou autre, ou juste parce qu'ils avaient fini leur vidéo YouTube. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait ça. Du coup, oui, les ventes ne sont pas incroyables. Et c'est pas étonnant. C'est un appareil qui coûte extrêmement cher. 3 500 $ de base. Mais si vous prenez juste le moindre accessoire ou autre chose, ça va être beaucoup plus que ça. C'est juste extrêmement cher. Et Apple aime bien tester la limite de ce qu'ils peuvent faire payer aux gens, on va être très honnête. S'ils peuvent faire payer le plus possible aux gens, ils le feront. Et là, je pense qu'ils ont découvert la limite que, oui, là, c'était juste beaucoup de trop. Donc là, apparemment, la news, c'est comme quoi ils vont plutôt travailler sur une version moins chère. Et moi, j'ai juste envie de dire, faites juste une version sans l'ordinateur dedans. Parce que l'Apple Vision Pro est un ordinateur. Vous avez une puce Apple je ne sais plus c'est laquelle, c'est la M2 ou la M3 dedans, genre c'est un ordinateur complet. Mais tout le monde n'a pas besoin d'un ordinateur complet accroché à leur tête. Surtout que l'Apple Vision Pro, ils disent clairement que c'est un casque que vous n'utilisez pas en vous déplaçant. C'est un casque que vous utilisez quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison. Du coup, j'ai envie de dire, si je suis au travail ou à la maison, j'ai déjà mon Mac ou autre à côté. Laisse-moi le connecter à un Mac. Alors, vous pouvez le connecter à un Mac, mais vous avez toujours l'ordinateur techniquement qui est dedans. Donc, j'ai juste envie de dire, laissez-moi l'utiliser avec un Mac. Et c'est le Mac qui fait toute la partie, on va dire, ordinateur, quoi. Donc, faites une puce spéciale, je sais pas moi, ou réutilisez une vieille puce A17, je sais pas moi, pour faire toute la gestion, évidemment, du casque. Mais derrière, la partie vraiment computing devrait être faite sur un Mac à côté, ou sur un iPhone, ou même sur un iPad. Donc, le connecter en sans fil et l'utiliser comme ça, ce serait juste plus logique, en fait. Donc ça permettrait de faire une version moins chère, forcément, parce qu'il n'y aurait plus un ordinateur accroché à votre tête. Certainement aussi, je sais pas moi, une construction un peu plus raisonnable. Il n'y a pas besoin d'être autant dans l'extrême. Il y a surtout aussi cet écran à l'avant qui ne sert à rien et qui doit coûter très cher. Oui, il y a beaucoup de moyens d'économiser sur la construction de ce casque. Et évidemment, Apple se faisait certainement pas mal d'argent dessus. Ça reste Apple. Bien souvent, les grosses entreprises comme ça font des marges de... Ils aiment bien faire des marges de 40-50% facile.
Donc, à mon avis, il se faisait une marge facile de 40-50%. Yep. Ça, ils continueront de le faire. Ils ne veulent pas sacrifier ça, mais c'est juste pour vous dire que oui, ils peuvent le fabriquer pour moins cher. Ils le fabriquent déjà pour moins cher. Mais derrière aussi, il y a beaucoup de choses très faciles à faire pour économiser. Donc moi, selon moi, ils devraient sortir un casque à juste 1500 €, 1500 $. Alors vous allez me dire c'est cher. Et oui, c'est très cher. Je ne dis pas que c'est abordable. Je dis juste que c'est déjà plus raisonnable. Et ça devrait attirer plus de personnes. Parce que 3500 $, c'est abusé. Ensuite, on a des news au niveau processeur. Et là, on en a pas mal en réalité au niveau d'Intel et AMD. Alors déjà, commençons par un résumé des prochaines sorties. Nous avons d'abord, du coup, fin du mois de juillet. Alors normalement, c'était le 15 juillet, mais ça a été retardé. Mais fin du mois de juillet, nous allons avoir d'abord les Ryzen AI 300. Par pitié, ce nom est juste horrible. J'espère qu'ils l'arrêteront dans les prochaines générations. Donc, c'est évidemment basé sur Strix Point. Ce sont des processeurs qui ont l'air d'être vraiment très intéressants, avec notamment les GPU RDNA 3.5 qui ont pas mal de puissance derrière. On a aussi les nouveaux Ryzen 9000 qui vont sortir fin du mois de juillet. Donc, là aussi, pas mal de nouveautés. Donc, ça, c'est les premiers. Ensuite, septembre, nous allons avoir les Core Ultra 200V. Alors, c'est du coup les nouveaux Core Ultra 200. Mais ici, les V, c'est des versions vraiment pour Ultrabook. Donc, ultra basse consommation et tout ça. Pas avec un GPU dédié à côté. Ou en tout cas, c'est pas ce que cherchait Intel ici. C'est vraiment... Tout est sur le SoC. D'ailleurs, c'est ce fameux processeur Intel qui, on peut le voir ici, va avoir, comme Apple, la RAM directement intégrée au SoC. Donc, sur le même morceau de silicium avec le processeur et tout ça. Et c'est aussi cette architecture hybride, je vous rappelle, où vous avez un cœur qui est sur la partie toujours active du processeur et tous les autres cœurs sont sur une partie qui peut être désactivée à la volée quand on ne les utilise pas. Donc ça devrait être intéressant parce que c'est un concurrent direct, littéralement, au nouveau Snapdragon X. Et tout comme AMD aussi sort leur concurrent direct avec les Ryzen AI. Ces deux, du coup, générations de processeurs sont tous les deux compatibles Copilot Plus et auront un NPU suffisamment puissant pour le faire tourner en local. Ensuite, en troisième trimestre 2024, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, les cartes mères X870 vont sortir. Donc oui, elles ne sortent pas en même temps que les Ryzen 9000. Ok. La rumeur, ou plutôt la supposition ici, c'est qu'ils vont les sortir plus tard avec les processeurs X3D. Et ils vont sortir les processeurs X3D plus tard parce que forcément, ils ne sont pas encore peut-être tout à fait prêts. Et surtout aussi, ils veulent les sortir en même temps qu'en octobre 2024. Parce qu'en octobre 2024, nous avons les Core Ultra 200K, donc les versions PC fixe, qui vont arriver sur les cartes mères Z890. Donc certainement, AMD garde leur meilleur processeur pour la sortie Intel, pour juste... déjà, ils sortent les Ryzen 9000, donc là, les gens sont en mode wow, AMD est devant Intel tellement, voilà, ils dominent le marché. Et puis, juste quand Intel a une réponse, genre Intel est en mode hey, attends, on va sortir un processeur, AMD est en mode ok, on va sortir encore un meilleur processeur d'ailleurs. Donc, ouais, je ne voudrais pas être Intel en ce moment parce que, selon moi, surtout au niveau du marché PC fixe, ils ont clairement du mal. Par contre, on va le voir après, peut-être qu'avec les Core Ultra 200V, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant. Et puis après, en janvier 2025, on va avoir les Core Ultra 200 de PC portable ici, qui, eux, sortent toujours en janvier, parce que c'est en janvier qu'on a les gros refresh, notamment d'ordinateurs portables gaming. Donc là, on parle de Core Ultra 200 pour les ordinateurs portables gaming. Donc, pas forcément pour les ultrabooks, même s'il y en aura, mais plus pour les gros ordinateurs ici. Maintenant, on a vu les sorties. Maintenant, on a aussi des news au niveau de ces différents processeurs, notamment des benchmarks d'un Core Ultra 7 268V qui a été testé. Et c'est un modèle qui semble plutôt prometteur. Alors, ce n'est pas du coup le plus grand modèle, parce qu'il y aura des Core Ultra 9, qui eux sont basiquement des Core i9, hein. Voilà, ils ont changé le nom, mais ça reste toujours la même nomenclature ici. Et du coup, ce modèle qui a été testé ici, ce Core Ultra 7, donc Core i7 basiquement, est un modèle 17 à 30 watts. Et même à 17 à 30 watts, il arrive à faire mieux que du coup les Core Ultra actuels et surtout les Ryzen actuels. Donc les Ryzen 8000 et 7000 en single core. Et on parle ici de processeurs qui consomment 54 watts. Donc il fait mieux en consommant moins. Donc plutôt intéressant. En multicœur, par contre, il n'arrive à pas faire mieux, même si, encore une fois, il consomme moins. Donc ça, il faudra voir.
Par contre, derrière, nous avons eu aussi des benchmarks du prochain Ryzen AI 9 365, qui est pas forcément le plus grand modèle, il me semble. Il y en aura des plus grands, mais un modèle quand même assez haut de gamme qui, du coup, ici a été testé en 54 watts. Donc, tenez-en compte, c'est pas un modèle 30 watts. Et il arrive à faire mieux en single thread que ce nouveau Core Ultra. Et aussi en multicœur, il fait mieux. Mais, encore une fois, c'est un modèle 54 watts. Donc, la même consommation que notamment les Ryzen 9 ici, 8945HS. Et vous pouvez voir que pour la même consommation, il fait un petit peu mieux. Donc, voilà, 7% de mieux. Donc, pas dégueulasse, mais pas non plus incroyable, pas une révolution derrière. Il y a d'autres benchmarks qui ont été montrés, encore une fois ici du coup au niveau GPU pour ces Core Ultra, et ils utilisent, je vous rappelle, la nouvelle architecture de GPU Intel, donc ce sera Battlemage il me semble, qui sera présente aussi dans les prochains GPU dédiés, donc ça c'est plutôt intéressant. Et là on peut voir qu'on a une amélioration quand même pas dégueulasse, on passe notamment d'un score TimeSpy par rapport à un Core Ultra 7 ici 155H, on passe de 3756 points avec ce nouveau Core Ultra 200 à plus de 4151 points, et c'est en consommant moins. C'est ça qu'il faut aussi tenir compte, il consomme moins parce que c'est un modèle encore une fois 30 watts par rapport au modèle 55 watts du Core Ultra 7 155H. Par contre, on peut le voir ici, le Ryzen AI du coup 9 HX 370, mon Dieu ce nom, lui fait mieux, mais c'est encore une fois un modèle 54 watts, donc basiquement pas encore concluant, mais visiblement AMD aura le meilleur GPU aussi. En tout cas, s'il a la consommation derrière. Donc, il faudra avoir des benchmarks. Mais comme vous pouvez voir, quoi qu'il arrive, ce qu'on peut retenir ici, c'est que ces deux processeurs, ces deux architectures de processeurs vont être plus puissants, plus efficaces au niveau énergétique. Et donc, ça devrait rattraper le retard qu'ils ont par rapport au Snapdragon X. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un autre, toutefois, processeur très intéressant qui arrivera très bientôt, c'est les nouveaux processeurs Strix Halo d'AMD, qui sont des APU basiquement avec un énorme GPU, donc un peu ce qu'ils font pour les consoles, mais ici pour une version mobile. Donc pour essayer de concurrencer un petit peu ce que fait en partie Intel avec les Core Ultra, mais aussi surtout ce que fait Apple avec leurs MacBook qui ont un GPU plutôt puissant, surtout les puces M3 Max et M3 Pro, ont un GPU très puissant qui arrive à rivaliser des cartes graphiques dédiées qu'on a dans des ordinateurs portables. Et donc là, ici on parle d'un processeur avec GPU intégré qui a jusqu'à 40 CU d'un GPU RDNA 3.5. Donc c'est 2 fois plus que Strix, oui, c'est même plus que 2 fois plus que Strix Point, qui est les nouveaux Ryzen AI. Donc ici, ils ont 16 CU, ces GPU-là. On ne sait pas encore la fréquence, mais il y a de fortes chances aussi que la fréquence soit plus haute. Et pour information, ça pourrait mettre du coup Strix Halo, en tout cas la version 40 CU, ça pourrait les mettre au niveau d'une RTX 4070 mobile. Pas une 4070 PCFX, mais une mobile. Donc ouais, très prometteur. Et ils auraient jusqu'à 128 Go de RAM possible avec ces processeurs-là. Peut-être des modèles LPCAM, j'espère. Ce serait génial. Parce que 128 Go de RAM intégrés sur le processeur, ça ferait quand même pas mal. Techniquement, Apple le fait, mais ouais, ça ferait énormément. Et il y aura aussi des modèles avec moins de CU, 32 CU, 24 et même un Strix Halo LP. Donc certainement pour une console mobile, ça ce serait le plus intéressant, qui lui pourrait monter jusqu'à 45 watts et qui aurait 20 CU. Donc là, ça pourrait être intéressant pour, je sais pas moi, un Steam Deck ou autre chose. Évidemment, 45 watts, ça reste quand même beaucoup, mais yep. Vous avez aussi Strixpoint qui consomme 28 watts, normalement, en temps normal. C'est ce qu'ils visent. On a vu des benchmarks avant à 54 watts, mais c'est si le laptop le permet, mais normalement, leur TDP de fonctionnement, c'est 28 watts. Donc là, c'est déjà plus ce que vous voulez pour un Steam Deck 2 ou une ROG Ally 2 ou je sais pas quoi. Donc, il faudra voir. Mais en tout cas, ces processeurs devraient être très prometteurs pour les consoles mobiles. Donc, alors, pas les plus gros, hein, parce que les gros Strix Halo à 55, 70 et même 120 watts, là, ça passe plus dans un Steam Deck, c'est juste beaucoup de trop. Mais par contre, pour un ordinateur, genre, imaginez un hybride entre un Ultrabook et un ordinateur gaming, très intéressant. Un ordinateur pro, en fait, ce serait très intéressant. Moi, en tout cas,
je suis très impatient de voir ce que ça donne. Ensuite, on a des ligues de prix pour les Ryzen 9000. Ils arrivent très bientôt, donc ils sont déjà disponibles en précommande sur certains sites. Et donc, les prix annoncés sont les suivants. Alors, c'est des prix qui viennent d'un site tech en Slovénie, donc ça peut pas mal changer, hein. Mais ça semble être assez logique par rapport au prix de sortie des Ryzen 7000. Donc, notamment, le modèle 16 cœurs sera à 659 €, le modèle 12 cœurs à 499 €, le modèle 8 cœurs à 399 € et le modèle 6 cœurs sera à un peu plus de 309 € du coup. Donc, pour moi, pas des prix incroyables, pour être honnête, mais c'est à peu près les mêmes prix de sortie des Ryzen 7000, si je me souviens bien, donc pas très étonnant, mais moi, je le dis pour ce prix-là, surtout, je le prédis, franchement, que dans les jeux vidéo, oui, les nouveaux Ryzen 9000 seront plus puissants, mais dans les jeux vidéo, il y a de fortes chances que le 7800X 3D, notamment, arrive à toujours faire mieux, et il vaut moins cher que 399 €. Donc, moi, je pense que pour les ordinateurs gaming, ça va toujours être une recommandation du 7800X 3D, mais il faudra voir, évidemment. Maintenant, pour les plus gros modèles, là, j'ai juste envie de dire, évidemment, le modèle 16 cœurs, vous ne l'utilisez pas forcément pour jouer, ou en tout cas, plus que pour jouer. Donc là, par contre, ça pourrait être intéressant, même si, évidemment, les modèles X3D arriveront dans un futur proche, donc il faudra voir. Aussi, une petite news très rapide, c'est que j'avais parlé dans le dernier Texama Show que Nvidia avait posté des recommandations pour des cartes SFF, donc des cartes graphiques très petit format pour mettre dans des PC Mini-TX, notamment... le PC Mini-TX que j'ai monté dans une vidéo récemment, hein, que vous avez vu, je l'utilise actuellement, hein, il est juste devant moi. J'ai accroché un écran sur le dessus, je montrerai ça dans une future vidéo, c'est un petit peu Frankenstein, mais ça marche. Dans tous les cas, je l'utilise actuellement. Et vous avez une marque qui est Zephyr. Est-ce qu'ils font de la redstone? Ce serait génial. Zephyr, tu nous manques. Reviens, refais de la redstone. Enfin bref, pour ceux qui connaissent. Ils ont fait une RTX 4070, pas super, une 4070 ITX. Et oui, elle est très petite, un seul ventilateur, et ça permettrait même de mettre dans un Velka 3, qui est le modèle encore plus petit du boîtier que j'utilise ici, qui est un boîtier qui fait 4 litres. Donc imaginez un boîtier vraiment plus petit qu'une boîte à chaussures avec une 4070. C'est plutôt intéressant. Bon, après, pour être honnête, je pense qu'ils auraient dû me faire un modèle 4070 super à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, en tout cas au niveau chauffe. Mais par contre, derrière, oui, la 4070 super est plus puissante. Donc ça, c'est peut-être une occasion un peu perdue de la part de la marque. Et j'espère aussi que peut-être il y aura la possibilité d'utiliser ce refroidissement, prendre ce refroidissement et le mettre sur une 4070 Ti super. Là, ce serait juste génial. Et enfin, une petite dernière news qui est assez intéressante, vous allez le voir sur les consoles mobiles, c'est XPG qui a fait une console avec plusieurs trucs intéressants. Déjà, ça utilisera un module CAM 2. Donc oui, vous pourrez remplacer la RAM sur une console mobile, ce qui est pas le cas actuellement. Il n'y a aucune console mobile, que ce soit le Steam Deck et tout ça, où vous pouvez changer la RAM. Vous pouvez changer le SSD, mais pas la RAM. Donc c'est très intéressant. Et aussi, un autre truc intéressant, c'est que vous pouvez soulever l'écran un petit peu. Donc ça permet d'avoir un meilleur angle de vision sans devoir tenir la console comme ça. Vous pouvez la tenir un peu plus naturellement. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, vous pourrez enlever la carte mère, donc un petit peu comme Framework, vous pourrez enlever la carte mère et ils donneront des fichiers 3D qui vous permettront de faire vous-même un petit boîtier, vous pourrez certainement aussi l'acheter, et faire un petit boîtier pour mettre la carte mère de cette console dans ce petit boîtier pour lui donner une seconde vie. Quand peut-être la console n'est plus assez puissante pour vous, plus assez puissante, je la laisse traîner dans un tiroir. Au lieu de faire ça, vous pouvez la mettre dans ce petit boîtier, recycler et faire un mini PC qui vous permet de, je sais pas moi, faire tourner des trucs en local, peut-être même faire un NAS techniquement, ce genre de choses. Donc ça, c'est franchement très cool. J'approuve totalement le fait de faire une console plus éco-responsable, qui est upgradable et qui peut-être dans le futur, s'ils le font comme Framework en tout cas, permettra de même changer la carte mère sans devoir changer toute la console. Ça, ce serait vraiment génial. Juste changer la carte mère, boum, on est sur le dernier processeur, on a plus de puissance et on n'est pas obligé de racheter toute une console derrière. Et après l'ancienne carte mère, on peut la mettre dans un boîtier et l'utiliser comme un mini PC. Ça, moi, je dis vraiment un gros plus. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, là-dessus, c'était la dernière news de cette semaine-ci. En réalité, il y a encore beaucoup plus de news, mais j'en parlerai la semaine prochaine. J'ai dû un petit peu résumer ici, ou sinon, ça aurait fait un Texama Show qui dure beaucoup trop longtemps. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.